Quel accès à l'accompagnement et au financement pour les startups et PME africaines? Alors avec nous, 4 intervenants que j'ai présentés par ordre alphabétique. Hicham El-Merini, président d'Africa Link. C'est un réseau cross-border qui compte plus de 40% d'entrepreneurs africains. Et l'idée du réseau, c'est de s'entraider. Maxime Guillot, CEO d'Inskip. Inskip a pour mission de concevoir, d'opérer et de faire grandir des véhicules d'animation, incubateurs, accélérateurs, fonds, start-up, studios. Et Inskip participe également au rapprochement des entrepreneurs et des écosystèmes en Afrique, au Moyen-Orient et en Afrique. Tcherno Sako, CEO de Proxalis, start-up sénégalaise, spécialisée dans les opérations de nanocrédit et du commerce électronique B2B au secteur informel. Et Tcherno, avec sa société, a réalisé sa première relevée de fonds en 2021 en phase de préamorçage avec Aske Ventures. Et Youssef Mamou, directeur du programme 212 Founders, la branche investissement du groupe CDG, Caisse des dépôts au Maroc. Et 212 Founders est l'accélérateur de start-up au Maroc. Il s'agit d'un programme d'accompagnement et d'investissement pour start-up en amorçage, seed et pré-série A. Et ma première question serait pour Youssef. Tu m'as dit un jour que l'accompagnement, c'est d'abord une relation de confiance entre tous les acteurs. Pourquoi? C'est vrai, effectivement. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, quand on parle d'accompagnement, une relation de confiance, parce que ça reste quand même une relation humaine. Et donc quand on a envie d'accompagner un entrepreneur, on s'immisce un petit peu dans l'intimité de sa startup. Donc on commence à le challenger sur son business model, sur son pricing, sur sa façon de comment est-ce qu'il va recruter et comment est-ce qu'il va scaler. Et si on a envie effectivement d'avoir une certaine légitimité pour qu'il nous écoute et pour qu'on puisse établir un vrai dialogue, et ben la confiance elle est primordiale. Et donc c'est pour nous le premier axe à développer, c'est d'avoir effectivement cette relation de confiance avec l'entrepreneur ou les entrepreneurs de la startup pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir unlock le potentiel. Merci. Et de chez 212 Founders, l'accompagnement, comment ça se concrétise, l'accompagnement d'un entrepreneur? L'accompagnement, on accompagne, puis on investit, puis on accompagne. C'est exactement ça, c'est cette séquence. On accompagne des startups qui sont en post-MVP, qui ont déjà lancé un produit où il y a déjà une petite traction sur le marché. Et c'est là où ils rentrent dans le programme pendant 6 mois pour pouvoir un petit peu de tout challenger son business model, son pricing, la partie RH, financière, même l'implantation à l'international, parce que c'est un point qui est important aussi. Et donc, une fois on passe ces 6 mois ensemble, on voit qu'il y a un certain potentiel. C'est là où on décide, nous, de mettre un ticket. Donc, on accompagne pour investir. Et on n'est pas un accompagnateur ou un incubateur qui va leur dire « Bon, c'est la fin, allez chercher des sous ». On met nous-mêmes un ticket. Et donc, on met entre 200 et 700 000 euros en seed pour entre 10 et 20%. Généralement, c'est beaucoup plus 10 pour ne pas trop diluer. Et donc, c'est là où, effectivement, l'investissement se passe. Et après, on commence la deuxième partie d'accompagnement, qui est l'accélération. Et c'est là où, maintenant, vous avez les sous, il va falloir les déployer. Et donc, c'est là où on travaille encore plus ensemble. Merci. L'accompagnement est fondamental pour les startups. Alors, Tcherno, avec ton expérience, quel type d'accompagnement est le plus pertinent, à ton avis, pour une startup early stage comme la tienne? Très bien, merci. Pour revenir un petit peu sur l'accompagnement, en tout cas, nous, de notre vécu, l'accompagnement qu'on est en train de vivre, c'est le modèle de Venture Builder. Donc, c'est un fonds qui est en même temps qui se rapproche un petit peu de ce que vous faites, qui vous accompagne presque dans le day-to-day et qui vous accompagne à grandir. Si je prends l'environnement plus, on va dire, en Afrique du Sud-Sahara, c'est un peu plus compliqué de laisser juste une start-up sous un modèle d'accompagnement assez light et d'espérer en tout cas de pouvoir le faire grandir et éventuellement de pouvoir lui permettre de trouver ce fameux, on va dire, product market fit. Donc, par expérience, il est plus, on va dire, adéquat d'avoir un dispositif d'accompagnement, ce que je dis renforcé, qui permet en tout cas de mettre à disposition des ressources humaines de qualité et dans le temps. Il y a aussi cette discussion dans le temps. On voit bien des modèles américains de 2-3 mois d'accélération. Personnellement, j'y crois pas dans notre environnement. À minima, il faut 6 mois à 12 mois de réel accompagnement
pour vraiment changer, on va dire, de manière fondamentale la structure de la boîte et de pouvoir en tout cas construire une boîte vraiment investment readiness pour ces prochaines levées de fonds. D'accord. Et si on approfondissait ce sujet par rapport à ton expérience, que penses-tu également des dispositifs d'accompagnement actuellement offerts en Afrique par rapport à la préparation de l'investment readiness des startups? Très bien. Aujourd'hui, actuellement, ce qui s'est passé, c'est que dans tous les pays d'Afrique noire, que ce soit au Sénégal et peut-être même ici au Maroc, il y a eu beaucoup d'initiatives portées par des bailleurs, portées par les États pour accompagner, on va dire, la phase d'idéation. Donc, c'est des tickets de 10 000 euros, de 20 000 euros, de 30 000 euros. On en a fait beaucoup, ce qui a permis de constituer un pipe très intéressant de start-up. Aujourd'hui, le gros challenge, c'est la partie pre-seed, seed level, où très clairement, on a un plateau qui est là avec des centaines de startups qui sont très bien, mais qui ne réussissent plus à avoir une croissance dynamique parce que ces dispositifs, on va dire spécialisés sur la partie accélération, ne sont pas là, et ce qui crée des difficultés dans nos environnements. Mais sur la partie early stage, très clairement, dans tous nos pays, je pense qu'il a été créé aujourd'hui toutes les conditions pour pouvoir en sélectionner. Maintenant, il reste cette deuxième phase où c'est encore très, très compliqué. Merci. Alors Maxime, par rapport à ce qu'on est en train de voir, l'accompagnement sans financement ou le financement sans accompagnement est un frein au développement des PME et startups en Afrique. Alors comment réussir, ça marche? Comment réussir cette transformation de l'écosystème quand les compétences ne sont pas toujours disponibles? Donc je parlais de gap d'accompagnement ou du gap de financement. C'est une très bonne question, et justement Tierno, par rapport à ce que tu disais, oui, les banques de développement et les différents corps, que ce soit les caisses des dépôts ou autres, se sont saisis du sujet de l'early stage, du seed et du pré-seed. Et le problème aujourd'hui que l'on voit sur l'Afrique, c'est le passage d'un accompagnement de petites startups ou de petites PME vers des startups qui vont être beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus robustes. Et la difficulté, c'est notre conviction. Alors nous, InSkip, notre rôle, c'est d'accompagner des entrepreneurs avec des profils entrepreneurs. C'est qu'il faut structurer, il faut professionnaliser l'accompagnement, et que l'accompagnement ne peut pas se faire sans financement. Et qu'il y a cette adéquation financement-accompagnement qui est juste clé et qui est encore plus important à partir du moment où on commence à investir les tickets, comme peut le faire 212, de 1 à 7 millions de dirhams, 100 à 700 000 euros, sans accompagnement, déverser cet argent-là dans des startups ou dans un écosystème n'est pas forcément pertinent. Et en termes de facteurs clés de succès, on voit émerger plusieurs choses. D'une part, une professionnalisation, ou en tout cas ce qu'on appellerait un capacity building, qui est d'avoir de l'accompagnement de qualité. S'il n'existe pas, il faut aller le chercher, quitte à le chercher à l'étranger ou le faire venir. On voit aussi l'émergence de rôles modèles, même d'ailleurs de rôles modèles au sein de PME, qui ne sont pas encore assez mis en scène, pas encore assez mis en avant, alors qu'il existe des réussites entrepreneuriales de partout au Maroc, en Afrique, qui ne sont pas encore suffisamment mis en scène pour inspirer les jeunes. Et c'était l'intervention de ce matin. Il faut inspirer, il faut donner envie. Et probablement aussi un vrai rôle d'une diaspora entrepreneuriale qui pourrait aider, donner de la capacité, donner de l'expérience, des choses qui seraient suffisamment différenciantes, je pense, pour structurer des startups. Donc vous dites bien que accompagner sans financement ou financement sans accompagnement, il y a un gap. Alors qu'est-ce qu'il faudrait vraiment construire pour le solutionner? Alors on a un petit risque, vu que la partie seed, pré-seed aujourd'hui est plutôt comblée avec un certain nombre de dispositifs. Le prochain risque que je vois aujourd'hui en Afrique, c'est celui, au même titre qu'on a un equity gap, donc une difficulté à se financer, c'est qu'on ait une sorte d'accompagnement gap où il n'y ait plus de compétences, où il n'y ait plus d'accompagnement nécessaire, et en tout cas de qualité suffisante pour accompagner des startups qui vont scaler. Et en plus, avec la complexité actuelle, c'est-à-dire développer pour aller chercher du financement supplémentaire, les startups ou les PME vont devoir se développer sur des écosystèmes panafricains, sur différents pays. Et donc, il va falloir avoir un accompagnement qui permet cette sortie du pays, ou du Maroc, en l'occurrence, si on réfléchit au Maroc, avec des compétences de développement, de croissance sur différents pays et de financement sur différents pays. Et il va falloir combler ce gap d'accompagnement, je pense, qui arrive, si tant est que on ait les financements aussi qui suivent en face, avec les fonds de type série A, peut-être même série B sur l'Afrique. Petite parenthèse, on voit quand même des initiatives comme le fonds Almada ou le prochain fonds souverain qui va se créer, qui vont, je pense, abonder suffisamment l'écosystème avec des tickets suffisamment intéressants et importants pour continuer
cette phase de financement qui sera nécessaire pour les PME ou les startups africaines. Reste à combler ce sujet d'accompagnement. Et une entreprise, une start-up, ne se développe pas que dans son pays. Elle se développe dans sa sous-région et autres. Alors, quelles sont les difficultés qu'elle a dès qu'elle veut aller par rapport à son marché sur l'ensemble d'une sous-région africaine, par exemple Charno? Très bien, ça c'est une question, on va dire, très très stratégique pour nos startups. Je prends toujours mon cas exemplement actuellement sur Procalis. Nous avons fait des missions en RDC, en Côte d'Ivoire pour préparer éventuellement un soft landing, même ici au Maroc. Mais très clairement, une des difficultés, c'est aujourd'hui, en tant que startup, j'ai envie d'aller au Maroc, j'ai envie d'aller en RDC. Si je n'ai pas, on va dire, un réceptacle d'accueil qui m'accompagne pour réduire, on va dire, ce temps de go-to-market sur le marché, je brûle beaucoup d'argent pour rien. Et donc, une des grosses difficultés qu'il y a, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, comment on construit des écosystèmes d'accompagnement qui sont panafricaines. Que, on va dire, un accélérateur du Maroc puisse avoir son compère de même qualité d'une certaine manière au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pour permettre à la boîte qui a levé 1 million d'euros au Maroc de pouvoir faire sa stratégie de soft landing en allant au Sénégal avec une certaine capacité, on va dire, de déploiement assez rapide. Et ça, aujourd'hui, c'est encore un des points sur lesquels je pense que les acteurs de financement et les acteurs d'accompagnement doivent devoir se poser sur la table pour, en tout cas, créer cette uniformisation des dispositifs et nous donner, en tout cas, une forme de visibilité. En termes de déploiement, sinon c'est très très compliqué, on va dire, parce que chaque marché avec ses propres réalités et chaque incubateur, accélérateur, fonds a tendance aussi à s'enfermer dans son propre écosystème. Donc c'est un gros challenge pour des boîtes comme Procalis qui avons une ambition de vouloir nous déployer même en seed dans d'autres pays. Merci alors Hicham, avec une vision très transversale avec Africa Link. Tu appelles le trou dans la raquette du financement, de l'accès au financement. Alors quelle est ta vision? Alors, la vision d'Africa Link est un petit peu la mienne, hein, parce que je pense qu'au sein d'Africa Link, nous sommes des entrepreneurs, femmes et hommes, des deux rives, donc en Afrique et en Europe. Et ce sont surtout des entrepreneurs qui ont une expérience en Afrique, qui depuis des années travaillent en Afrique. Et le but, c'est d'amener, entre parenthèses, une expérience sur ce que nous avons vécu. Et l'objectif, c'est effectivement... toutes ces questions que nous avons entendues là aujourd'hui, ce sont des points effectivement que nous avons identifiés, qui sont des vrais freins et sur lesquels on essaie de travailler pour amener des solutions. Alors, quelles sont les solutions qui sont amenées par Africa Link, qui aujourd'hui est une communauté d'entrepreneurs, femmes et hommes, comme tu l'as dit au départ, à raison de 40% africaines. L'intérêt qu'il y ait un pourcentage aussi nombreux pour une jeune association, parce qu'en fait nous avons créé ça il y a 4 ans, bientôt 5, donc sous l'égide effectivement du délégué général qui est un petit peu le papa de l'association qui est là, et d'un des élus de la Chambre de commerce de Marseille. Donc nous avons créé cette association pour dire que pouvons-nous amener comme solution aux différents problèmes qui sont posés, qui sont tous les problèmes dont on a parlé, donc l'accompagnement, le financement et ainsi de suite. Le fait qu'il y ait 40% d'entrepreneurs africains aujourd'hui indique quand même que la méthodologie que nous utilisons plaît en Afrique. Quelle est cette méthodologie? On est d'abord à l'écoute, on a beaucoup d'humilité et on est convaincu que de toute façon les savoir-faire et les compétences sont des deux côtés. Donc on va chercher en Afrique ce qui peut être intéressant et on met de l'autre côté le pendant pour bâtir une valeur ajoutée commune. Et les jeunes aujourd'hui, qu'ils soient africains ou européens, de toute façon leur univers, c'est le monde. C'est pas l'Afrique, c'est pas le Maroc, c'est le monde. Un jeune start-upper qui crée, et moi j'ai vu des projets fabuleux créés par des Africains, il n'a pas envie de créer ça pour la République démocratique du Congo, ni pour le Maroc. Lui, il voit monde. Donc l'objectif pour nous dans cette vision, c'est justement de contribuer à construire une relation, bien évidemment, qui paraissait naturelle nord-sud, mais qui doit être aussi naturelle sud-nord. Que pouvons-nous faire pour construire des ponts dans les deux sens, de telle manière à faciliter l'accès au marché à des entrepreneurs africains? Et bien évidemment, une fois qu'ils ont leur idée de génie, on a parlé de confiance tout à l'heure, la confiance, elle se gagne. Elle se gagne sur du temps. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire, c'est que de toute façon, pour accéder au réseau, à cette communauté d'Africa Link, il ne suffit pas de prendre un bulletin d'adhésion et de nous l'envoyer, même si effectivement on est toujours preneur d'abonnement et d'adhésion. La confiance est essentielle, donc du coup, il faut coopter tout nouveau membre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on aille plus vite, parce que si on veut
que la contribution des uns et des autres soit payante, il faut que la confiance soit là d'entrée de jeu. Et lorsqu'on coopte un nouvel entrepreneur, femme et homme, on met cette confiance au milieu. Et bien évidemment, on a parlé d'accompagnement. Il est évident que lorsque un jeune entrepreneur a un projet et qu'il cherche des financements, mon ami Yves a parlé tout à l'heure du trou dans la raquette. Donc, qu'est-ce que ce trou dans la raquette? Donc, effectivement, on a parlé de 50 000 euros. On a rencontré des jeunes entrepreneurs qui, des fois, ont des besoins de 15 000 ou de 20 000 euros, donc avec des tickets nettement plus bas que ça. Des fois, le love money, il n'existe pas en Afrique. Donc, le love money, c'est même lorsqu'il fait les fonds de poche, malheureusement, il en a vite fait le tour. Donc, l'idée, c'est effectivement, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on puisse aussi aider à qualifier le projet, à bien évidemment l'accompagner pour l'obtention des financements et surtout l'accompagner pour la réussite de son projet. Parce que quand il y a des jeunes qui sont pétillants, qui ont de superbes idées, ils peuvent ne pas avoir les outils nécessaires pour que leurs idées se transforment en business plan, se transforment en projet industriel et se transforment en marché. Donc nous, en tant qu'Africa Link, tous les entrepreneurs ont une générosité extraordinaire et donnent de leur temps pour accompagner les jeunes de la création à la recherche de financement jusqu'à l'accompagnement pour mener son projet à terme. Merci. Il y a une question un peu transversale à tous. Comment vous accompagnez les entrepreneurs, les start-upers dans leur recherche de financement? Maxime, peut-être Youssef. Oui, effectivement. Donc, quand on parle de start-up et on parle de plusieurs phases où on est sur le pré-seed, seed, bridge, pré-série A, série A et autres, on voit qu'effectivement que l'investissement et le financement restent une histoire qu'il faut continuer à écrire et il faut y penser. Bien sûr, ce n'est pas un objectif, c'est juste un moyen, une recherche de moyens. Et on voit énormément d'entrepreneurs qui jubilent d'avoir levé des fonds. En fait, quand on lève des fonds, c'est maintenant qu'on commence à travailler. Donc, ce n'est pas une finalité, c'est juste un milestone important et une recherche de moyens. Et donc, ce qui est quand même important, c'est de pouvoir, comme a dit mon ami tout à l'heure, c'est de pouvoir créer un écosystème où il y a un flow, où il n'y ait pas de discontinuité entre les phases. Donc oui, effectivement, beaucoup de love money, de précis, de grants, de subventions et autres, créer des prototypes, lancer des produits, être en post-MVP, rechercher le product market fit. Mais après, une fois qu'on commence à scaler, on les accompagne pour bien choisir quels sont les acteurs qui vont rentrer dans le tour de table, qui vont leur permettre de continuer à financer leur histoire. Et donc de choisir des fonds. Si un fonds, on sait qu'il n'opère qu'entre 200 et 700 000 euros par exemple, et qu'à la prochaine levée, il ne pourra pas participer, à ce moment-là, peut-être qu'il serait plus adéquat de chercher un autre fonds qui a peut-être un span un petit peu plus large pour toujours avoir effectivement cet accompagnement et ce financement. La deuxième chose, c'est de choisir des combinaisons de fonds d'investissement et des tours de table pour avoir un passage de bâton, un passage de relais et continuer à écrire cette histoire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est très dénigré au début, on n'y pense pas. Mais en réalité, les fondateurs doivent y penser en early stage et se dire comment est-ce que je vais pouvoir écrire cette histoire et assurer un financement pour continuer à scaler et continuer à exister. Maxime, si tu veux apporter un complément. Ouais, pour compléter, la réalité de l'investissement, c'est que plus l'argent levé par les startups est grand, plus les attentes et notamment ce que demandent les investisseurs est complexe, exigeant. Et les entrepreneurs ont souvent tendance à oublier que le tour de table suivant sera beaucoup plus exigeant en termes de structuration, d'ambition, de réalisation, de chiffres, de métriques que le tour précédent. Il commence par lever un premier tour au Maroc avec un fonds on va dire marocain. Le prochain tour, s'il n'y a aucun investisseur qui peut suivre au Maroc, il va falloir aller à l'étranger. Et des investisseurs panafricains, on peut en citer plein, même des investisseurs aujourd'hui des Émirats qui ouvrent des bureaux, qui veulent investir sur les startups marocaines, ont des exigences. Et ces exigences, c'est d'être panafricain, d'être sur plusieurs marchés, d'avoir de l'attraction, de bien maîtriser son business, de bien maîtriser les opérations. Et les entrepreneurs, souvent, sont déconnectés de ces attentes-là. Et donc, il y a, comme l'a dit Youssef, un vrai accompagnement. Donc, on voit souvent, on a accompagné pas mal d'entrepreneurs qui ont levé en Afrique, et notamment des tours assez intéressants, assez importants, jusqu'à 7, 8, 10 millions de dollars. Ils arrivent souvent très peu préparés. Et la préparation, ça n'est pas juste un business plan et un deck.
La préparation, c'est une stratégie business, c'est d'être déjà présent sur un ou deux pays, c'est d'avoir commencé à démontrer un minimum de traction, d'avoir ouvert un premier pays, de maîtriser les coûts aussi de l'ouverture du bureau en Égypte, en Tunisie ou au Sénégal, parce que parfois la maîtrise des coûts n'est pas là. Et ces entrepreneurs viennent un peu la fleur au fusil, voir un certain nombre d'investisseurs et se rendre compte qu'ils n'ont pas 10 000 cartouches possibles. Et que, en plus, la cartographie de ces investisseurs est encore assez limitée, probablement une trentaine ou une quarantaine de fonds à aller cibler, dont les thèses d'investissement, dont les secteurs et dont les participations ne correspondent probablement pas forcément à la startup. Donc il y a un vrai accompagnement à mettre en œuvre avec l'entrepreneur le plus tôt possible d'un point de vue stratégique et d'un point de vue exécution pour que ça corresponde à une réalité économique d'investissement en face. Et malheureusement, l'entrepreneur vient trop souvent demander conseil ou même retourne trop souvent voir ses investisseurs trop tard, déjà assez short cash et pas en très bonne position financière pour pouvoir lever dans des bonnes conditions. Et donc là, il faut rusher, il faut dépenser un peu plus, il faut mettre la structure en danger et essayer d'aller chercher le tour de financement. Deuxième petite parenthèse, on a de plus en plus de fonds, notamment en Europe, qui se créent et qui ont comme thèse d'investissement l'Afrique. J'en cite un qui va créer un fonds, s'appelle Brega par exemple, qui est un fonds d'investissement français qui lance un fonds Afrique qui va peut-être bien capitalisé, probablement entre 80 et 100 millions, et qui va investir en Afrique sur plein de localités. Et c'est un changement de paradigme et une vraie donne qui arrive, où les entrepreneurs pourront lever notamment en Afrique, notamment au Middle East, mais aussi en Europe, avec des fonds d'investissement qui ont cette thèse-là panafricaine. Merci. Un mot, Youssef, sur l'implantation de 212 Founders Station F. Très important de cross-border. Exactement. Bah, c'est ce qu'a dit Hicham, c'est de créer un pont. Un pont, c'est dans les deux sens. C'est pas que nord-sud, c'est aussi sud-nord. Et c'est d'avoir vraiment ce flow. Et comme tu as dit tout à l'heure, oui, il y a énormément de startups. Oui, peut-être que sur la partie précise, idéation, on a beaucoup d'acteurs et donc on a beaucoup de startups qui naissent. Mais en réalité, très peu de ces startups-là peuvent réellement aller lever à l'international, peuvent aller scaler, peuvent réellement devenir, même si ce n'est pas un objectif, mais de devenir des potentiels licornes et d'être valorisés aux milliards de dollars. Et donc, ce qu'on a réalisé, c'est qu'effectivement, au Maroc, on a effectivement aussi ce problème. Comme nous, on lance le programme chaque 6 mois, on s'est rendu compte que le deal flow est en train de se tarir, que le marché est en train de se tarir, qu'il ne se reproduit pas aussi rapidement qu'on veut. Et donc là, on s'est dit, où on élargit les secteurs d'activité, où on reste sur ce qu'on fait, sur de la tech, sur le hyperscale. Par contre, on va changer notre top du funnel. Et donc là, on a trouvé qu'à Station F, la troisième nationalité la plus représentée là-bas, après les Américains et les Chinois, c'est les Marocains. Et donc, il y a un vivier de diaspora juste incroyable qui sont prêts à s'investir. Pas investir, nous on veut investir, mais eux s'investir. Par contre, ils connaissent très très mal la région. Donc, ils ont lancé leur start-up en Europe. Ils veulent attaquer le One Market, l'Europe, c'est ouvert. Par contre, pour eux, l'Afrique, Moyen-Orient, ils ne connaissent pas. Et donc, je ne vais même pas approcher. Et donc, le but pour nous, c'est de les faire ramener, qu'ils gardent un pied en Europe et de les faire ramener à partir du Maroc, de pouvoir se lancer en Afrique, en Moyen-Orient. Donc, de pouvoir les accompagner, les financer et aussi de pouvoir les conseiller, des soft landing. Donc, on a créé des soft landing dans quelques pays. Et ça, c'est vraiment la richesse de ce qu'on est en train de créer. Ok, merci. Et Tcherno, sur ta levée de fonds, première levée de fonds l'année dernière, peux-tu partager un ou deux éléments d'expérience, de retour d'expérience? Très bien. Je pense qu'il y a un élément très important aussi qu'ils ont rappelé, c'est que beaucoup ont reçu du financement en early stage, mais très peu sont investment ready pour continuer. Personnellement, il y a ce travail que Tidjane Dem de Partech disait, do your homework. Aujourd'hui, c'est un peu ça le gros challenge de nos entrepreneurs, c'est que ils ne se préparent pas, ils ne font pas leurs exercices pour comprendre aussi un petit peu le vocabulaire des accélérateurs, des fonds d'investissement. Et ce qui fait que ça crée cette asymétrie d'information. C'est un peu comme en banque. Un client qui ne connaît pas les concepts des investisseurs, il aura du mal à lever des fonds. Et donc peut-être moi j'ai cet avantage-là. Je viens du milieu un petit peu VC bancaire. Donc je comprenais à peu près un petit peu plus que d'autres dans l'écosystème. Et donc la rapidité à lever ce prix-ci-là, si on le compare à la majorité, on va dire, de l'écosystème dakarois, c'était un peu plus rapide. Ça n'empêche, je rencontre toujours toutes les difficultés. Maintenant que le prix-seed est réglé, parce qu'au Sénégal, il y a des fonds, et il y a des fonds qui sont sur la partie prix-seed, il y a la DER, il y a des fonds d'investissement. Mais sur la partie, je dirais, seed level, en tant que tel, c'est-à-dire des tickets de 500K
jusqu'à 2 millions de dollars que nous cherchons aujourd'hui, j'ai presque envie de dire on est presque obligé de sortir. On est presque obligé de sortir. Ce qui complique encore beaucoup plus la difficulté entre l'exécution, le fait de regarder d'autres pays et d'aller discuter avec des investisseurs qui connaissent rien au marché. Je donne un cas très typique. J'ai pu lever on va dire en business angel, un 10 000 dollars chez un business angel du Nigeria qui n'a jamais fait le Sénégal et à qui j'ai pitché en 2 meetings, qu'à des dizaines de meetings que j'ai eu au Sénégal pour des gens qui ont peut-être des millions de dollars, juste pour voir la difficulté. Et donc c'est un peu ça en fait sur l'état de maturité et de difficulté à lever, on va dire, dans nos pays par rapport à des gens qui ne comprennent pas en fait ces niveaux de valorisation que nous leur proposons. Donc ça reste toujours difficile, même si on pense qu'on est bien positionné par rapport à d'autres. Merci beaucoup. Encore 2 questions un peu transversales avant de donner la parole au public. Maxime. L'Afrique est dans une dynamique de leapfrogging, donc bond en avant pour créer ses règles et ses écosystèmes et répondre à ces enjeux différents. Alors c'est quoi ta vision là-dessus ? Je vais faire rapide, mais je pense que en conclusion et en ouverture, justement, j'ai assisté à la création et à l'avènement de 212 Founders pour en avoir été un petit peu partie prenante. Et je pense que l'Afrique en général est aujourd'hui face à une page blanche sur l'accompagnement et sur le financement pour ne pas refaire des erreurs qui ont déjà été faites dans d'autres écosystèmes, pour faire un bond en avant et pour créer justement, en repartant de zéro et en ayant cette page blanche, le meilleur écosystème possible d'accompagnement et de financement. Et je pense que c'est une opportunité juste géniale. Il y a tout à faire aujourd'hui. Et l'ambition, si je peux donner un petit peu d'ouverture et de perspective, ça serait pour moi de ne pas reproduire et justement de ne pas copier-coller des recettes qui auraient pu marcher ailleurs, mais créer quelque chose qui soit très spécifique aux écosystèmes ici en Afrique et qui permettrait l'avènement, l'essor, le financement de très belles startups. Il y a un talent et un vivier de talent qui est incroyable, un vivier de business incroyable. Il n'y a plus qu'à transformer l'essai et à écrire un morceau de cette page blanche. Voilà. Merci. Et Hicham, avec Africa Link, comment peut-on imaginer cette coopération France, Maroc, Union européenne, Afrique ? Nous sommes déjà dans cette coopération parce que Africa Link aujourd'hui est une communauté qui est représentée par 9 ambassadeurs africains et africaines bien sûr. Pourquoi des ambassadeurs ? Parce que tout à l'heure je disais que nous sommes des entrepreneurs qui connaissions l'Afrique. C'est parce que de toute façon, même si on connaît ce territoire, les locaux les connaissent mieux que nous et nettement mieux que nous. Donc nos ambassadeurs sont nos relais sur place. Et nous, notre rôle, c'est de dire, nous, on croit beaucoup dans le capital humain, parce que là, on parle de capital d'un point de vue equity et autres. Nous, on compte d'abord sur le capital humain, parce qu'effectivement, c'est lorsque des hommes et des femmes croient en leur projet qu'ils se donnent le meilleur moyen de pouvoir le réussir. C'est pas la levée de fonds est essentielle, mais nous, d'abord, c'est la valeur humaine qu'on essaie d'accompagner pour aller lever des fonds. Ce que j'entends par là, c'est que lorsqu'on valide des projets et qu'on se dit qu'il faut coacher des personnes pour leur donner les meilleurs moyens de réussir, c'est tout d'abord comprendre est-ce qu'ils maîtrisent leur sujet, est-ce que leur produit n'est pas concurrentiel, est-ce qu'ils ont une valeur ajoutée, quels sont les éléments qui vont leur permettre demain de devenir une licorne. Et une fois qu'on a validé ces éléments-là, on se dote d'outils pour les accompagner pour trouver des financements. Des financements, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont vraiment dans le trou de la raquette, de 20 000 euros à 100 ou 200 000 euros. Donc on n'a même pas l'ambition d'atteindre les chiffres dont vous parliez tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de les chercher, parce que le tissu de PME que nous rencontrons aujourd'hui sont dans ces difficultés-là. Donc nous, on se donne l'objectif d'aller aider ces entrepreneurs et pour leur mettre le pied à l'étrier en validant leur projet, en leur trouvant des sources de financement et derrière de les coacher, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donner à quelqu'un la conduite de sa PME parce qu'il est juste excité par la vitesse, ça ne sert à rien, il va aller droit dans le mur. Mais par contre, lui donner les moyens de pouvoir manœuvrer à tout moment pour que son entreprise puisse durer dans le temps, c'est un petit peu le rôle qu'on se donne. Et à ce moment-là, on les coach pour les accompagner sur du long terme. Merci beaucoup. Alors, nous avons de la chance d'avoir quelques minutes pour des questions, réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, vous m'entendez ? Patricia de Feuvert, je suis la fondatrice. Vous m'entendez ? Oui ? Je suis la fondatrice d'une société de production et d'édition marocaine, Langage du Sud. J'ai d'ailleurs postulé à 212 Founders. Il y a un trou dans la raquette, et je vais vous dire lequel. C'est que nous, notre société, elle s'est complètement transformée.
c'est-à-dire qu'elle existe, mais on a amené une transformation sur la digitalisation et le lancement du dessin animé. J'ai participé à un appel à projet à l'AFB que j'ai gagné pour le dessin animé, mais on nous a donné une somme pour faire un épisode test, mais c'est pas ça, il faut qu'on développe l'industrie. Et 212 Founders, par exemple, ne répondaient pas à ça, parce que le trou dans la raquette, c'est que nous avons plus de 5 ans. Comment on fait dans ce cas-là? Et j'ai besoin de financement pour développer cette industrie, d'autant plus que j'y crois. Ça fait travailler des jeunes, et au Maroc, on a plein de jeunes Marocains de talent, mais je n'arrive pas. Alors, soit Afrique Invest, je suis trop petite, soit des gens comme vous, je suis trop vieille, si j'ose dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça n'a jamais été une histoire de vieillesse. Hein. C'est principalement un point qui est important. Nous, ce qu'on est en train de voir, le point le plus important dans nos critères de sélection, c'est principalement la partie scalability. Et donc, effectivement, ça peut être extrêmement intéressant pour un marché comme le marché marocain. Ça peut valoir quelques millions, c'est très bien. Maintenant, quand on est en train de parler d'une startup hyper growth et de pouvoir effectivement aller attirer des fonds d'investissement étrangers, donc de pouvoir aller ouvrir dans d'autres marchés, et c'est là effectivement où on est dans des verticals qui sont peut-être pas suffisamment bien développés pour pouvoir être un hot topic à ce moment-là. Donc oui, on a cette volonté de vouloir continuer et de vouloir bien sûr aider l'écosystème local, mais il y aura toujours des petits trous et on est là d'abord pour répondre effectivement aux plus grosses problématiques. Quand je dis marocain, je sais que moi je diffuse sur l'Afrique, j'écris des projets sur l'Afrique, je signe avec l'UNESCO pour l'Afrique et mes projets sont diffusés sur une partie dans le monde entier. Donc nous, certes on est au Maroc, mais notre marché, il est partout. Donc pour répondre à ça, on répond à ces critères. Non, vraiment notre critère, c'est qu'on était une entreprise déjà, on n'était pas une start-up en fait, voyez. Mais notre activité de dessin animé, c'est de la start-up. Et justement pour compléter, je pense qu'il y a peut-être une perception peut-être PME plutôt que start-up, et dans les critères de 212, je crois qu'il y a un sujet de scalabilité de start-up. Mais par contre, là où la remarque est intéressante, c'est que le tissu malgré tout africain est plutôt constitué de PME que de start-up. Et le corollaire de ce qui est en train de se passer sur le milieu des start-up, c'est qu'il manque des programmes d'accompagnement de PME et de financement de PME en Afrique et au Maroc. Et en fait, c'est là où il y a encore effectivement un trou à combler. C'est ce sujet de la professionnalisation, de l'ambition des PME, du financement des PME et de l'accompagnement des PME. D'ailleurs, juste pour compléter très rapidement, c'est pour ça qu'on a lancé un autre programme qui s'appelle Génération Entrepreneur. C'est effectivement pour venir et pour adresser des startups qui ne sont pas forcément des startups hyperscale, des startups qui vont effectuer plusieurs levée de fonds pour continuer à financer le business. Ça peut être une grosse levée de fonds au début et puis après elle devient profitable et elle va pouvoir scaler. Donc c'est effectivement ce qu'on essaie aussi de faire, c'est d'avoir des programmes adaptés à des tissus qu'on rencontre, et c'est ce qu'on a trouvé chez 212 après 5 batchs. Il y a énormément de startups, mais pas forcément toutes ces startups-là sont des startups tech hyperscale qui vont être investissables par des VC étrangers. Merci Youssef. Une autre question s'il vous plaît. Faire une observation. Quand vous rencontrez un groupe d'avocats où vous lisez une procédure, la plupart du temps, vous comprenez que la moitié des textes, parce qu'ils ont leur langage. Avec des médecins, c'est pareil. Et moi, je vous suggérerais peut-être d'utiliser moins de termes comme ça si vous voulez passer auprès d'un certain nombre de PME qui ne savent pas ce que ça veut dire. Vous avez un langage que je comprends parfaitement, mais je crois que ce serait pas mal pour beaucoup de gens qui vous écoutent de le traduire. Et je pense qu'on est tout à fait en phase. Et effectivement, c'est un discours de start-up aujourd'hui, et on s'adresse à un public plutôt averti de start-up. Le discours est inaudible pour une PME ou pour un patron de PME qui ne sait pas ce que c'est que l'hypercroissance, l'hyperscale, le leapfrogging. Voilà, je pense qu'on a perdu la moitié de l'écosystème des PME marocaines ou africaines. Merci Vincent aussi pour l'animation de ce panel.